François Hollande est obligé de quitter le pouvoir après seulement 5 ans. Vous, ça fait presque 20 ans que vous dirigez le pays. Comment vous faites pour tenir aussi longtemps? Je ne sais pas. Je pense que c'est la vie et les situations ne sont pas les mêmes. Tout est différent. Donc, vous auriez dû lui donner des conseils peut-être? Non, il n'y a pas de conseils. Non, tout est seulement différent. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Toujours dans la rigueur et la vérité, vous suivez Décryptage doublé de quelques coups de griffe. Nous sommes dimanche 7 mai 2017 et je suis en compagnie de Bedel Baouna. Bedel Baouna, bonjour. Bonjour, monsieur Sir Makosso. Bedel Baouna, c'est une journée spéciale déjà pour les Français, puisque vous le savez que tout le monde est en train de voter ici. Les Français de France et de Navarre, comme on le dit, et même ceux qui sont à l'extérieur, votent pour le président ou la présidente. Bedel Baouna, une observation générale, déjà. Une observation générale sur cette campagne présidentielle qui se termine, en tout cas à 20 h ce soir. Si vous voulez un petit retour en arrière, que doit-on retenir? Et on peut, comment dirais-je, évoquer cette fameuse allitération de Marine Le Pen, sortant les sortants. En effet, les sortants ont été battus et ça c'est une leçon à retenir de cette élection présidentielle qui se termine. L'auto-élimination de François Hollande, la chute de Manuel Valls, le chaos subi par Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, Benoît Hamon. En tout cas, ceux qui ont été souvent aux affaires ont été vaincus, balayés, comme par un tourbillon, pardon, et que cette dernière élection, la dernière marche, a vu s'opposer une femme et un homme qui ne sont finalement pas vraiment très expérimentés sur le plan politique. Et pourtant, l'une est chef de parti, l'autre n'est pas. Oui, mais il a créé son parti, ou bien son mouvement, il y a à peine 1 mois. Bon, maintenant, cette campagne est derrière nous. On va s'ouvrir bientôt une autre campagne politique à venir. Et c'est à l'issue de ce soir, vu le score qu'aura Emmanuel Macron, parce qu'il va gagner, c'est sûr, il n'y a plus de suspense là-dessus, qu'on saura si il pourra transformer le siège justement pendant les élections législatives à venir. Quelle majorité autour d'Emmanuel Macron? C'est la véritable question que désormais tous les analystes et éditorialistes devront se poser. Alors, Bedel Baouna, par rapport à la gestion des affaires, 2 quasi-novices ont débattu. On va revenir sur le débat de mercredi dernier déjà. Qu'est-ce qui s'est-il passé pour Marine Le Pen, qui, elle, était déjà présente d'un parti, qui a l'habitude, en fait, d'haranguer les foules, de parler à des tribunes. Et là, c'était la surprise générale. Patatras. Qu'est-ce qui s'est passé, en effet, cher ami, dans la tête de Marine Le Pen? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un débat pathétique. Pathétique, pitoyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que faut-il remonter à la veille au soir? Il ne vous a pas échappé que mardi soir, Marine Le Pen avait rencontré les Congolais dans une espèce de trou là-bas à Montparnasse, dont personne presque, enfin, dont peu de médias ont évoqué. A-t-elle été envoûtée? Parce que si vous visionnez la vidéo, ou bien si vous regardez les images, dans la salle, quelques visages me paraissaient un peu bizarres, sorciers, féticheurs. Enfin, voilà. Donc, a-t-elle été envoûtée, ensorcelée par les Congolais qui l'ont rencontré le mardi soir pour être aussi pitoyable, pathétique, agressive, violente le lendemain au soir? Or que cette rencontre avec les Congolais aurait dû être une sorte de répétition générale. Comment, jusqu'à présent... Donc ce sont les Congolais qui l'ont voté pour vous? Simple train d'humour, entre autres. Si vous voulez une analyse, puisque jusqu'à présent, personne n'est capable de nous fournir une analyse digne de ce nom sur le comportement qu'a eu Marine Le Pen. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a plus parlé d'Emmanuel Macron que de son projet, alors qu'elle était là pour expliquer son projet, pour aller chercher les électeurs, ceux des électeurs qui n'ont pas voté pour elle lors du premier tour. Donc, je pense
qu'elle restera en calminé en son score de 23%. Alors, si elle fait 30%, ce serait déjà un miracle pour elle. Parce qu'elle n'a pas su expliquer son projet. Ou tout simplement parce qu'elle n'en a pas. Ou bien, on peut aussi dire qu'elle est mal entourée. Qu'elle n'a pas de ministrable, d'hommes ou de femmes ministrables autour d'elle. Ou bien, on peut conclure en disant qu'elle n'est pas prête à diriger la France. Elle n'est pas prête à diriger la France et pourtant elle était prête à écouter non pas les Congolais Bédel Baouna, mais les Africains, puisqu'ils étaient réunis là autour d'un collectif. Donc ce serait peut-être un sort jeté par les Gabonais, mauvais sort, les Congolais, tous les autres. Parce que là où il y a les Congolais partout qui se trouvent, il y a toujours une odeur de fétiche, de sorcellerie, d'envoûtement. Parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi Marine Le Pen, subitement, elle a été KO. D'habitude, cette femme qui est une locutrice, une oratrice vraiment hors pair, qui manie... Parmi les rares femmes. Oui, pas parmi qui manie la litote, l'hyperbole, qui manie la prétérition, qui manie la littération. Mais même le palindrome, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, Bédel Baouna, qu'est-ce qui s'est passé? On ne le saura pas, mais la presse a rapporté ce qu'elle pouvait faire. Bédel Baouna, partons maintenant au Congo. Vous savez qu'il y a eu il y a quelques jours la liberté de la presse à vous qui ici souvent avez pris la mauvaise habitude, il faut que je le répète tout le temps pour que les gens qui nous écoutent puissent le savoir, de railler le Congo et ses institutions, sans oublier ses responsables. Bédel Baouna, cette fois-ci, le palmarès 2017 est arrivé, mais le Congo, rassurez-vous Bédel Baouna, je vais vous donner quelques éléments qui vous permettent d'apprécier la place de la liberté de la presse au Congo. Le Congo arrive devant le Cameroun, devant le pays que vous aimez bien, la Russie de Poutine, votre grand ami, et aussi devant le Qatar, ces Émirats Arabes Unis, le Qatar, le Congo est devant le Nigeria, Bédel Baouna, par rapport à la liberté de la presse. Je pense que cette fois-ci, vous pouvez au moins dire, féliciter M. Onvo pour le travail qui est fait et les autorités congolaises pour cette liberté donnée à la presse locale Bédel Baouna. Vous racontez beaucoup d'histoires, M. Moko. Vous racontez des histoires. Alors, est-ce que vous pourriez me dire... est-ce que vous pourriez me dire la place qu'occupe le Congo dans le classement de la liberté de la presse de 2007? C'est quoi? Bédel Baouna, on est devant le Cameroun déjà. Oui, mais est-ce que vous pourriez me dire... Est-ce que j'ai le classement 2017? Oui. Il est là. Que j'ai imprimé. J'ai le classement 2016, j'ai le classement 2015. Et le Congo occupait quelle place et quelle est la place qu'elle occupe aujourd'hui, au moment où vous et moi nous parlons? Vous pourrez me le dire? Attendez. Le Congo occupe la 115e place en 2017. En 2016, le Congo occupait quelle place? Était en quelle position? 115. Donc vous ne me direz pas qu'il y a eu évolution. Enfin, je ne vais pas parler d'évolution, mais de progression. Et par ailleurs, vous me citez quand même des pays où on ne peut plus, où la dictature quand même, ou bien la répression. Et les gens, attends, c'est pas le bon exemple. Pourquoi ne parlez-vous pas du Bénin, du Togo, du Sénégal? Pour rester seulement en Afrique centrale. Oui, mais oui. En Afrique centrale. En Afrique centrale, le Congo arrive quand même. Oui, et le Gabon. Et le Gabon. Et la RCA. Et la RCA qui continue d'être dans une guerre terrible. Et la RCA. Et la Guinée équatoriale. Alors, donc, il faut aussi les citer. Non, arrêtez. Le Congo occupe la 115e place, comme les années passées. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a eu évolution. Il y a eu stagnation. Bien. Mais si vous voulez de la liberté de la presse, les choses ont été garanties, je vais dire. On n'a pas périclité, Bédel Baouna. On est quand même resté. Le Congo a 28,90% de points. Donc, vous me diriez que le Congo est... Mais moi, juste préféré même que vous me parliez même de la Mauritanie. Vous savez, la Mauritanie est même devant certains pays européens. Alors, quand on sait qu'en Mauritanie, les coups d'État sont souvent sont souvent récurrents. C'est en tout cas c'est le mode d'accès au pouvoir en Mauritanie. C'est un pays, oui, jusqu'à aujourd'hui, c'est un pays dirigé par des militaires. Que des militaires. Mais, chers amis, la Mauritanie occupe la 55e place. 55e place, chers amis. Eh oui, la Mauritanie est en 55e place. Sur 188. Sur 188. Tu vois? Devant
la République dominicaine, devant même la Corée du Sud, devant le Salvador, devant la Géorgie, devant la Bosnie, devant la Serbie, la Mauritanie. Oui, la Mauritanie est devant le Lesotho, devant même la Hongrie, devant le Japon même, la Mauritanie. Alors que, qu'en Mauritanie, et je dis tantôt, les coups d'État, ils sont les gens. Mais là n'est pas le vrai problème, cher ami. Oui, mais là n'est pas le vrai Congo, problème, au moins. Oui. Au Congo de M. Sassou, ou bien de votre ami M. Philippe Mvo, la presse pose problème. Bédel Baouna, c'est vous qui le dites. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, les autorités congolaises réfléchissent et mettent en place, je pense, tous des éléments nécessaires afin que cette presse puisse évoluer librement, puisque vous le savez qu'il y a eu, en fait, une conférence organisée par Philippe Mvo, donc qui est le patron de l'équivalent du CSA. C'est le patron de la Conseil supérieur de la liberté de communication. Voilà, donc M. Philippe Mvo, il était assisté de votre grand ami l'Arnolf Thierry Mongala, puisqu'il y a eu cette conférence avec un thème que vous pouvez peut-être donner, puisque vous avez prêté énormément d'attention au travail qui a été fait par tous ces hommes. Il y avait autour de M. Mvo votre grand frère aussi, Fumo Fila Sainte-Eude, sans oublier votre chère éminence grise, monsieur Le Foba, Bédel Baouna. Donc, vous voyez, finalement, Bédel Baouna, vous vous rendez bien compte que les choses sont bien faites, bien que nous soyons 115e, comme vous l'avez dit, mais enfin, on sait que sur place, les gens peuvent s'exprimer librement, les médias travaillent, et cette conférence a permis, en fait, de donner aux hommes de la presse des éléments pour apprécier la situation actuelle, Bédel Baouna. Ouais. Monsieur Makosso, pour revenir au thème qui a été choisi par ceux que vous appelez les éminences grises du débat intellectuel au Congo, politique, puisque ce sont toujours les mêmes, les Fobam, Fumo Fila Sainte-Eude, les Akaevi, qui ont verrouillé, caporalisé le débat. Le thème, je cite, des esprits critiques dans les temps critiques, le rôle des médias dans la promotion des sociétés pacifiques, justes et inclusives. Est-ce que vous y comprenez quelque chose, vous? Mais c'est déjà bien pensé, Bédel. C'est déjà bien pensé. Des esprits critiques dans les temps critiques. Donc, est-ce que vous y comprenez quelque chose? Séquence. Je vais vous lire quelques extraits des uns et des autres, des intervenants. Je commence par la citation de monsieur Philippe Mvo. Il n'y a pas une activité qui ne puisse pas attirer le regard critique du journaliste. Dixit et M. Philippe Mvo. De son côté, M. Grégoire Le Foba a affirmé que le premier point d'une intelligence, c'est l'esprit critique. Je suis d'accord avec lui. Jusque-là, tout va bien. Et d'enchaîner, je cite, « La critique est essentielle pour faire évoluer une société. » Je suis aussi tout à fait d'accord avec lui sur ce point. Quand on a accordé la parole aux acteurs du pouvoir, là ça devient ce qu'on appelle en littérature ou bien en narratologie une anacolute, une discontinuité. Il n'y a pas de continuité dans son propos, dans son argument. Il change de sujet complètement. Donc, il continue. Quand on a accordé la parole aux acteurs du pouvoir, il faut aussi le faire pour ceux de l'opposition. Beaucoup de frustrations naissent par la pratique de l'injustice. Il est vrai que si l'opposition, par exemple, n'a pas organisé une activité, les médias ne vont pas le faire à leur place. Au cas où elle l'a fait, il n'y a aucune raison que ces informations ne soient pas diffusées. Il change. Je ne vois pas quel est le lien entre la première phrase globale que M. Le Foba prononce et la phrase englobante qu'il dit par la suite. Je ne vois pas. Accorder la parole à l'opposition n'a aucun lien avec l'esprit critique. On peut être du pouvoir ou de l'opposition tout en étant un esprit critique. Je ne vois pas de lien. Mais c'est vous dire seulement la construction de cet homme qui est enseignant de philosophie. Et comme dirait le professeur Thomas Charles Nkunku, c'est que ce sont des gens qui sont incapables d'aller du vouloir dire au dire. Chez eux, c'est le dire qui prédomine par rapport, qui a éclipsé le vouloir dire, au sens de Saint-Augustin. Nous y reviendrons, cher ami. Mais je crois que peut-être la meilleure réflexion a été émise par Mfumu Fila Sainte-Eude. Une fois n'est pas coutume, je ne suis pas en désaccord avec son propos. Il dit que les autorités congolaises mettent beaucoup d'argent à la disposition des journalistes étrangers. Du coup, comment dirais-je, récusant les journalistes locaux, lesquels franchissent avec facilité l'iconostase de la mendicité.
Ils deviennent mongeons parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Bien. C'est une observation plausible, valable. Nous pouvons l'accepter. Mais le problème, c'est que toutes ces imminences grises ont été complètement à côté de la plaque. Ce n'est pas là le vrai sujet qui mine le journalisme congolais, cher ami. Quand vous allez sur le premier, ce qui est censé être le premier site, l'Agence congolaise d'information, par exemple, ou bien d'autres sites que je ne citerai pas ici, c'est à rire, mais c'est à pleurer. Comment sont écrits les articles? Pour vous balancer une information ou pour aller à l'essentiel, une phrase part de Talangai jusqu'à Audjoué ou bien jusqu'à Vinza pour vous donner l'information. Donc c'est qu'il y a un problème de formation, cher ami, les journalistes. C'est ça le vrai problème du journalisme congolais. Figurez-vous qu'un pays comme le Congo ne dispose pas d'école de journalisme. Donc les cours enseignés à l'université, sanctionnés par un diplôme, vous donnent certes le pouvoir d'exercer. Mais ces cours ne vous donnent pas l'autorité d'être journaliste. Le journaliste est un métier. À l'instar de la menuiserie, de la charpenterie, ou je ne sais pas comment on l'appelle, ou la charpente, ou bien la maçonnerie, voilà, ou la peinture. C'est un métier. Et donc, cela se passe dans une école. Ici en France, pour être embauché quelque part, on vous demande toujours de fournir un diplôme obtenu dans une école reconnue. Donc, c'est dire à quel point que ce métier exige une formation, cher ami, et non une théorie. Donc, les cours de Marien Ngouabi ne suffisent pas. Il faut une formation profonde, appropriée, une initiation aux techniques du journalisme. Et à ce moment-là, nous pourrions vraiment parler du journalisme au Congo. Pour l'instant, elle semble être vaincue, battue. Comparez les sites congolais aux sites de la RDC en face. Il n'y a aucune commune mesure. Aucune. C'est un... Mais le journalisme, mais les textes congolais, mais c'est un inconfort. Enfin, Abidel Baouna, vous avez intellectuel. Vous avez quand même le premier journalistique. Vous avez le premier quotidien congolais, les Dépêches de Brazzaville. Oui, les gens me disaient qu'ils emballent les arachides avec les Dépêches. Ils le prennent, pas donner ça à moi, ça dit, ils déchirent, allez, ils emballent les beignets, les sucres, voilà. Et d'ailleurs, les Congolais ont raison. Ils ont raison de ne pas lire tous ces journaux. Je discutais ce matin au téléphone avec un directeur de publication basé à Brazzaville. Il me dit, hélas, oui, c'est le problème que nous mène ici. Nous ne nous faisons pas violence. Nous accusons certes l'État de ne pas nous donner les moyens, de ne pas trop nous faciliter la tâche, mais le problème, c'est de formation. Quant à la liberté de la presse, nous pourrions revenir, puisque quand M. Mvo dit que le devoir du journaliste, c'est la critique. Non. C'est un mensonge, mais il est à côté de la plaque. Le journaliste n'a qu'un seul devoir et qui se décline en 3 mots. Informer, informer, informer. Point. Ça, c'est le métier du journaliste, le devoir. Le reste n'est que littérature. La critique est l'apanage de l'analyste, de l'éditorialiste, ce qui n'est pas du journalisme. Ce que nous faisons ici, nous ne faisons pas du journalisme. Nous n'informons pas. Mais nous décortiquons, nous décryptons l'information qui nous a été transmise par le journalisme, lui, qui a balancé l'information. Après qu'il ou qu'elle a vérifié, puis contre-vérifié l'information. Non, monsieur Philippe Mvo. Non, monsieur Lefoba Grégoire. Le journaliste n'a pas vocation à critiquer la société. Ça, c'est l'affaire des intellectuels, des sociologues, des historiens, des philosophes, des analystes, des pamphlétaires. Le journaliste, son devoir, c'est d'informer, informer, informer, point barre. Donc le jour où ils diront ça, je crois que le Congo pourrait peut-être tenter de grappiller quelques places dans le classement sur la liberté de la presse, cher ami. Voilà, on a écouté le professeur Baouna. Ah non, pas du tout. Le professeur Baouna oublie une chose, c'est que le Congo a quand même formé des grands hommes de médias, Abidel Baouna. Allez-y à Télé Congo, son directeur par exemple. Monsieur qui Monsieur Ibombi ou Bomba Monsieur Obambi, par exemple. Oui, donc c'était un grand journaliste. Enfin, il a déjà écrit quoi? Il a déjà fait quoi? Mais il ne restera pas dans les annales journalistiques qui Pacifica, oui. D'une lourdeur. Mais d'une lourdeur, est-ce que vous avez vu les audiences? Vous avez vu les critiques? Qui critiquent?
où l'on accorde la parole aux mêmes personnes, ou bien la parole est dans un sens unique. Y a-t-il quelqu'un sur Télé Congo qui peut venir dire que M. Sassou est un dictateur? Il ira en prison. Où est M. Gis Fortuné Ndombe? Pour avoir publié les vœux de M. Ntoumi, il est en prison. Et vous appelez ça du journalisme, enfin, vous appelez ça la liberté? Ou bien c'est un homme libre, ou bien il ne l'est pas. Mais est-ce que M. Obambi est-il, un tant soit peu, capable de mettre même une critique, une objection à l'égard des membres du gouvernement? Il se dit, non, ce sont des turiféraires. Et il ne vous a pas échappé, la majorité des journalistes du Télé Congo, j'en connais tout un paquet, sont aussi des conseillers dans les ministères. Donc, il y a confusion. Donc, du coup, ils ne peuvent plus donner une information, comment dirais-je, objective sur le ministre qui, par ailleurs, qu'il conseille. Il ne peut pas, mais c'est un mélange des genres. Soit il est conseiller auprès d'un ministre en communication, soit il est journaliste. Non, il ne peut pas. Or que la majorité du Télé Congo, vous me direz que oui, ils sont mal payés, ils n'ont pas assez de salaire, mais oui, mais c'est d'abord de se faire violence. Un journaliste qui a une carte, qui dispose d'une carte de presse, doit informer, donner toutes les informations possibles. Est-ce qu'un journaliste de Télé Congo, prenons le cas de Jean-Claude Kakou, qui est par ailleurs conseiller dans des ministères ici ou là, s'il découvre auprès de son ministre qu'il est mêlé à un scandale financier ou à un détournement de fonds, est-ce que viendra-t-il le dire à la télé? Non. Voilà. Vous avez tout à fait raison. Donc vous avez tout compris. Monsieur Kakou aujourd'hui travaille pour Jean-Jacques Bouya, mais il dira jamais. Pour Monsieur Nsilou aussi. Voilà. Pour l'instant, il dira pas grand-chose. Voilà. Donc Monsieur Kakou Kakou n'est pas journaliste. Enfin, Monsieur Kakou n'est pas journaliste, mais reconnaissez-tu? Tout même. Alors, tout comme Monsieur Obambi. Oui, s'ils osent me contester, qu'ils viennent me contredire. Alors, M. Obambi ne viendra sans doute pas, mais il va peut-être nous répondre, puisqu'il a bien l'habitude de nous taxer de réseaux sociaux qui attaquant le pays par le biais de son émission, mais j'espère qu'il viendra peut-être répondre. Alors, mais il n'est pas journaliste. Oui, mais il n'est pas journaliste. Vous avez refuté à Télé Congo, il n'y a pas de journaliste. Mais il n'y en a pas. Mais il y a la semaine africaine. La semaine africaine qui est quand même... Mais est-ce que vous lisez les articles de la semaine africaine? Ce sont des articles orientés, mais c'est ce dont je parlais. Si la recherche de l'objectivité ou bien la livraison de l'information est là, mais c'est la manière aussi de l'informer qui pose problème, de la livrer cette information, de la donner cette information. Ce que j'ai dit, il faut distinguer le savoir, cher ami, qui va à une fin, à un donné, à un monde, au contraire de la connaissance, qui, elle, renvoie à l'intentionnalité. Je veux dire par là que la connaissance est à la fois acte et volonté. Une pensée qui se dépense à représenter ou à maîtriser, cher ami, la présence. Excusez ma parenthèse philosophique. C'est comme dans le journalisme. C'est ça. Lisez un article bien écrit dans la semaine africaine, c'est aussi un problème. Un problème. Voilà. Où trouver les meilleurs articles? Si, par ici et là, il y a quelques fulgurances. J'en lis de temps à autre, mais pas de temps en temps. Il y a un site, je ne voudrais pas faire leur promotion, Info 242, je crois. Je l'ai découvert récemment. Ici ou là, quelques beaux articles. Mais allez, il y a même dans le nouveau site Vox Congo, mais c'est à vous abîmer la vue. J'ai eu récemment, mon médecin traitant m'a dit, monsieur, faites attention à ne pas lire souvent ces bricoles. Vous savez bien que vous êtes allergique. Grave. Je n'en peux plus. Et pourtant, étant congolais, ici, en France, à la recherche de l'information sur mon pays, je suis obligé de parcourir tous les sites. Alors, juste pour rappeler, Bédel Baouna, Vox Congo, c'est le site qui a retiré l'article sur la journaliste qui a été arrêtée. Ça montre le courage, de la presse congolaise. Oui, il y a eu, mais pourquoi un article a-t-il été retiré? C'est ça le problème. Voilà. Donc, c'est ça le problème, Bédel Baouna. Un autre problème qui n'en est pas un, mais chez vous, tout est problème, c'est l'an 1. Nous fêtons l'an 1 de M. Clément Mwamba. Je rappelle, Bédel Baouna, au début du mois de mai 2016, nous faisions plus ou moins le trombinoscope du gouvernement Mwamba. Vous avez raillé les uns les autres. Or, Bédel Baouna, M. Mwamba, ça fait une année qu'il est à la tête de son gouvernement. Les choses marchent bien, puisque le dernier rapport de la Banque mondiale nous dit que le Congo a quasiment
baissé en termes de pauvreté. Il y a de moins en moins de pauvres au Congo. Quand vous voyez la les gens ne mangent, enfin, les gens ne mangent plus de la graisse de porc. Oui, vous n'allez pas accuser le gouvernement. Ça, c'est la Banque mondiale. Et en même temps, qui est à la tête du gouvernement? Mais c'est bien M. Mwamba. Je pense que vous pouvez le féliciter officiellement pour le travail abattu par rapport à ce recul de la pauvreté au Congo. Et il a fait quoi? Il a créé des emplois. Il a donné du pouvoir d'achat aux Congolais, M. Clément Mwamba, en un an. Un bilan nul. Et il devrait éviter d'en parler d'ailleurs. Il a donné une conférence de presse la semaine écoulée à Brazzaville pour fêter ses 365 jours à la tête du gouvernement d'Aféris. Dixit votre ami Ongyo Sengambe. Et vous voulez me parler du recul de la pauvreté. Au Congo, mais ça, c'est la Banque mondiale. C'est la Banque mondiale qui dit que que la pauvreté a généralement régressé au Congo-Brazzaville en 10 ans, passant de 51% en 2005 à 36% en 2015. Il faut repréciser la période. M. Mwamba en 2015 n'était pas Premier ministre. Donc cette période ne le concerne pas à M. Mwamba, pas du tout. Et combien même cette période lui concernait, alors est-ce que doit-on dire que le Congo a vraiment tourné le dos à la pauvreté? Excusez, j'emploie peut-être une phrase forte. Le Congo est un pays misérable, puisqu'il n'y a rien dans les caisses. Pourquoi le Congo ne fournit-il pas son quitus moral et financier au FMI qui le lui demande sur les recettes des 3 dernières années? C'est parce qu'il n'y a plus rien, parce qu'ils ont tout volé. Non. Et l'argument d'ailleurs de la Banque mondiale, en particulier celui de son représentant au Congo-Brazzaville, M. Djibrila Issa. Oui. Que dit-il son argument? Il dit que non, le recul de la pauvreté au Congo-Brazzaville découle de la forte croissance économique qu'a connue le Congo. Mais alors, pourquoi il y a tant de chômeurs au Congo? Un seul secteur emploi au Congo, c'est la fonction publique, l'armée, la police, la gendarmerie, tout, c'est tout. Ou bien l'éducation, c'est tout. Mais pourquoi n'a-t-on pas créé d'emplois s'il y a eu une forte croissance au Congo? Si, il y a peut-être eu une forte croissance, mais à ce moment-là, il faut préciser que l'argent récolté a été volé. Ça, il faut le dire. C'est ça aussi la vérité. Et au lieu de nous balancer que non, voilà l'amélioration du niveau d'éducation. Le niveau d'éducation, quand le niveau est bas, quand un journaliste vous dit que, tu écris dans un papier, tiens, il y a longtemps qu'il a mangé de la viande. Mais non, mais non. On ne sait pas écrire en français, on écrit en lari, en vili. Il y a longtemps que j'ai bu de la bière. Mais non! Ça, c'est la congolité ou le congolisme des barbarisme. On écrit, il y a longtemps que je n'ai pas mangé de la viande. Ça, quand on n'écrit pas en français, on écrit en vili, en bébé, en lari, en teke, en boshi, en kouyou. Mais voilà, cher ami. C'est ça. Et le niveau aussi. Donc, voilà. Donc, les gens, non, franchement, les gens mangent de la viande de graisse. De la graisse de viande, pardon. Excusez-moi, au Congo. Mais les gens vivent dans des conditions épouvantables. Je lisais d'ailleurs un article ce matin dans le site dont on vient de parler, Vox Congo, que les gens préfèrent se désaltérer avec l'eau du Djoué. Comment peut-on se désaltérer avec l'eau d'un cours d'eau qui n'a pas été purifiée, tout en sachant que quelques kilomètres plus loin, les gens jettent leurs excréments, leurs poubelles dans ce même Djoué? Parce que la SNDE, que monsieur le Mwamba a étudié, est incapable de donner de l'eau aux Congolais. Donc vous ne pourrez pas me dire que la pauvreté a régressé au Congo. Mais c'est un mensonge, mais c'est une contre-vérité. Sur quelle base ce rapport a-t-il été rédigé? Se sont-ils contentés de Brazzaville et Pointe-Noire, ou bien de beaux quartiers, ou bien de la maison de Jean-Jacques Bouya, comme chez lui tout est vendu, tout est gros? Donc, ou bien se sont-ils rendus dans les quartiers populaires à Bokujingwaka, mais il y a des gens qui vivent à 1 mètre de Madougou-Tchekle, avec des mouches. Mais ça, est-ce qu'ils l'ont mentionné dans leur rapport à Lacan, là, M. Djibrila Issa, bien qu'il soit représentant de la Banque mondiale à Brazzaville? Non. Je crois que lui-même, il roule dans un 4x4.
Donc, il ne supporte pas les mouches ni la poussière. Et donc, il s'est rendu, il s'est contenté des beaux quartiers, voilà, de Brazzaville. Alors, il faut quand même reconnaître une chose à M. Mwamba, c'est que c'est un homme courageux. Il a dit quoi? Il est à l'issue, en fait, de cette première année, il s'en est pris à la SNE. C'est une à la SNDE, à la SNPC, que vous étriez souvent ici. C'est une critique. Oui. A posteriori. Où était-il au moment où ces sociétés commençaient à couler? Ou bien à déraper? Où était-il? Voilà. Il a étrié la SNE, la SN2, la SNPC, mais encore faut-il qu'il nous donnât l'analyse. Vous voyez? Je disais ici, dans un décryptage, que les opposants congolais s'apparentent à des médecins qui diagnostiquent une pathologie, mais qui sont incapables de prescrire une ordonnance. A contrario, les éminences grises, pour revenir et faire le lien avec le sujet précédent, les FOBA, sont aussi des médecins qui ne diagnostiquent pas, mais prescrivent une ordonnance pour soigner un mot qu'ils ignorent. Est-ce que ça peut marcher? C'est comme M. Mwamba. M. Clément Mwamba nous fait le constat de la faillite de la SNE, de la SN2, de la CNPC. Mais alors, il doit analyser les causes de cette faillite avant de prescrire une ordonnance. Et d'ailleurs, où est sa prescription? Où est son ordonnance? Par rapport à ce cadavre vivant, à ces cadavres qui bougent encore leurs lèvres, à ces cadavres souriants que sont la SNE, la SN2 et la CNPC, oui, où est son ordonnance? Justement pour réveiller, pour tenter de ressusciter tous ces cadavres vivants. C'est ça le problème, il n'a pas analysé. Donc pour moi, c'est une conférence, une fois de plus, inutile. Et je parie que cela a nécessité de fonds, débloquer du trésor ou bien de fonds de fonctionnement pour payer les journalistes, pour payer les caméramans. Voilà. Donc il est incapable lui aussi de vouloir dire. Il dit, mais il ne veut pas dire. Parce que le vouloir dire découle de la construction intellectuelle. Au moins, il a dit une chose, ça c'était au micro de RFI, en expliquant qu'il ne sait pas où se trouve l'argent des générations futures. Mais il est arrivé qu'il a trouvé les caisses sans Mais vie. il n'y en a pas au Congo. Le Congo, excusez ma métaphore, le Congo est dans la situation d'un homme qui vit ici en France, mais qui n'a pas d'épargne, qui a épuisé même son épargne. Le Congo n'a pas d'argent, le Congo ne vit que des recettes fiscales. Donc, ce que payent les Maliens ou bien les Ouest-Africains qui disposent des boutiques ici ou là, c'est de ça dont sert l'État congolais pour payer ici. Donc, du coup, ils sont emmerdés. Donc, quand ils récupèrent une recette ici, encore faut-il que M. Antoine Gakosso transmette tout. Ou bien, au passage, ne rabote pas quelques pourcentages comme son ami le fait souvent, M. Jean-Jacques Bouya, M. Commission. Vous voyez, donc le Congo ne vit que de ça, mais un pays africain où il y a peu de travailleurs cotisants ne peut pas vivre de ces recettes fiscales. C'est impossible. Un grand pays comme la France, oui. Parce que le Congo est un pays pauvre, misérable, un PPTE. D'ailleurs, dont il ne parle pas, dont il ne parle plus. Mais, donc le Congo ne peut pas se contenter des recettes fiscales. Il n'y en a pas. Ce sont les étrangers qui payent les impôts de quelques sociétés. Mais il n'y en a pas beaucoup. Avec ça, vous ne pouvez pas vivre dans un pays. Et ça aussi, je crois que M. Djibrila Issa, dans son rapport de la Banque mondiale, aurait dû le mentionner. Alors, M. Djibrila Issa ne l'a sans doute pas mentionné, Bédel Baona, mais au moins, on peut noter qu'actuellement à Brazzaville, il y a une guerre. Non pas celle du Poul, mais celle de ONG, entre deux hommes. M. Pierre Ngolo, grand patron du PCT, et son fils, je dirais même, M. Juste Mundele, lui-même aussi inféodé à la famille du pouvoir, puisqu'il est le patron du parti de Willy Nguesso, le Club 2002 pur. Bédel Baona, ces deux hommes se battent pour une circonscription, c'est celle de Wanzé. Oui. Donc la guerre de Wanzé pour vous, elle aura lieu. Aura lieu, pour nous renvoyer à la fameuse pièce de théâtre de Jean Giraudoux, la guerre de Troie aura lieu. Belle, en tout cas, belle retranscription, belle transposition, cher ami. Monsieur Juste Désiré Mundele a qualifié Monsieur Pierre Ngolo de parachuté, alors qu'il vit à Wanzé. Et quel est l'argument dans ce tag, Monsieur Pierre Ngolo?
Il dit que Wenze est une forteresse inexpugnable. Que Wenze, c'est la citadelle du PCT. Donc, c'est lui, cette circonscription lui revient de droit. Et pour cause, il y a d'abord eu le camarade Bokotaka Ebale, et puis Rodolphe Adada, auquel il a succédé. Et de dire qu'il réside à Wenze et qu'il est le président du PCT Wenze. Alors, il de poser une question à son jeune frère, Juste Mondele. Comment peut-il dire que le président du PCT Wenze est parachuté? C'est l'effet média. Et Juste Mondele a juste répondu que non, 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 il n'est plus légitime. Donc, de la guerre de positionnement à Wenze, on est passé à la guerre de légitimation. Pas de légitimité, mais de légitimation, qui est le plus légitime. Mais cette guerre constitue aussi une métaphore, voire une métonymie de ce que vit M. Sassou à l'heure actuelle. C'est-à-dire un homme écartelé entre ses différents partisans. Parce que les deux sont partisans de M. Sassou. C'est une guerre de tranchées. Chacun se réfugie derrière un membre éminent de la famille. Bien que M. Pierre Ngolo va être chassé du PCT, de la tête du PCT, il va être délogé par M. Kiki, mais c'est aussi la guerre Kiki Nguesso qui se retranscrit à Wenze. Oui. Et oui, justement. Il faut poser les choses. Pierre Ngolo est le patron du PCT, donc le président et membre du comité central, c'est Denis Sassou Nguesso. Or, M. Juste Mondele, lui-même est conseiller spécial de M. Denis Sassou Nguesso. Ça signifie que Denis Sassou Nguesso est bien informé, il connaît très bien la situation. Il est très malin, M. Juste Mondele. Il joue sur plusieurs tableaux. Il joue sur le tableau de Kiki, mais aussi il joue sur le tableau de Nguesso. Donc lui, il est à lui seul, en fait, la représentation de la guerre Nguesso-Sassou. Il y a une guerre entre les Nguesso et les Sassou, et les Sassou-Nguesso, si vous voulez. Bien. Maintenant, qui va remporter cette guerre? Bien malin que pourrait le dire. Mais je crois que le rapport de force balance en faveur du jeune, de Juste Mondele. Parce que je ne vois pas comment Juste Mondele, qui vient d'arriver en politique, peut-il avoir le culot d'aller affronter un mastodonte de Wenze, qui vit à Wenze, M. Pierre Ngolo, Ampila, parce qu'il vit à Ampila. Donc c'est Wenze. Donc comment, s'il n'a pas eu l'aval de Sassou ou bien de Nguesso? Mais c'est parce que M. Sassou ne se sert plus du PCT. Oui. C'est plutôt le PCT, il se passe du PCT. Parce qu'il compte, il s'appuie sur son fils. Puisque son fils a décidé qu'il aurait des candidats dans toutes les circonscriptions pour préparer son événement à la tête de l'État. Donc le PCT, du coup, est devenu vide de sens. Voilà. Une coquille vide. Un PCT vide de sens. On peut aussi constater le vide de Bédel Baouna dans les paroles d'un prélat, c'est Monseigneur Milandou. Il a fait une sortie sur RFI. Monseigneur Milandou, c'est l'archevêque de Brazzaville qui est intervenu cette semaine sur RFI. Et malheureusement, Bédel Baouna, on a entendu un citoyen lambda et non pas un pasteur. Non, pas du tout. Et je me suis d'ailleurs posé la question de savoir s'il n'avait pas bu quelques gouttes de Nsamba ou de vin avant, ou bien s'il avait donné une messe, il avait bu le vin qu'il a saoulé. Mais comment un pasteur de cet acabit, dont la parole est recherchée, dont la parole est rare et attendue, oui, peut-il se permettre une telle frilosité? Ce qui m'a fait rire, c'est le chapeau de l'interview, c'est le chapeau qui accompagne cette interview, la première phrase, que l'archevêque de Brazzaville sort de sa réserve. Je cite l'ami Florence Maurice, laquelle a réalisé, mais de quelle réserve parle-t-on? Au moins, s'il avait dit les choses vraies et puissantes, là oui, nous l'eussions accepté, nous l'eussions compris. Mais là, il n'a rien dit de costaud, de puissant. Il vient se contenter de dire que oui, les populations du pôle fuient des hommes en armes. Non. Mais lesquels? Ce ne sont pas les partisans de Ntoumi qui sèment la terreur dans le pôle. Non. Bien que Ntoumi soit un grand bandit, nous l'avons dit ici, à l'instar de Jacques Mesrine, ou bien, je ne sais pas quoi, d'un grand gangster. Non, pas du tout. Ce sont les miliciens de M. Denis Sassou Nguesso. Et donc ça, en prêtre qu'il est, en pasteur qu'il est, il aurait dû le dire. De quoi a-t-il peur?
Ah, il a au moins avoué qu'il y a une crise actuellement dans le pôle. Il n'y a pas de crise dans le pôle. Non, pas du tout. Ça, mais pourquoi cette rhétorique de M. Sassou Avec plus qu'il n'y a pas de l'accepter cette même pôle? Il y a un chaos dans le pôle. Les populations de Linzolo, de Lukami, de Mbazandunga ont été sommées de quitter, de vider les lieux. Donc il y a un mouvement vers Brazzaville, les gens ne sachant plus quoi faire. Jusqu'à avant la semaine prochaine, ils doivent vider tous ces villages. Et ça, M. Milandou et n'a ça, pas le relevé. seigneur Milandou, il le sait, mais il ne l'a pas révélé. Il s'est contenté de dire que oui, ça date depuis 87-88, quand moi-même j'étais archevêque de Kinkala. Maintenant j'ai laissé la balle, même Monseigneur Portela à lui tout seul ne peut rien. Est-ce qu'ils ne peuvent pas imiter les hommes d'église de la RDC, ou voir même le pasteur zimbabwéen qui mène la vie dure à Robert Mugabe? Il dit des choses vraies. C'est ça aussi. C'est Desmond Tutu qui disait, je crois, que face à la terreur, la neutralité n'a pas de sens. Monsieur Milandou, les messieurs Milandou et ses amis doivent prendre position clairement. Ils doivent prendre position. Ils doivent au moins, un soit peu tenter d'infléchir la position de monsieur Sassou. Il ne l'a pas fait. Et quel dommage. Donc j'espère qu'il s'est rattrapé cet après-midi à Saint-Denis, où il a donné une messe en mémoire du cardinal Émile Baïnda. Voilà. Voilà. En tout cas, les hommes d'église du Congo commencent à devenir des imparfaits du présent, au lieu de conjuguer la vie au futur immédiat. Quel dommage, cher ami. Merci, Bédel Baouna. De rien, cher ami. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi Décryptage. Merci à Noko Kumunga Koso, à toute l'équipe. Portez-vous bien et à la prochaine fois. Au revoir.